Ouais, je pourrais peut-être ajouter un point. En fait, c'est vrai, le ownership, c'est problématique capitale. J'étais à Tunis il y a 2 semaines et demie, je pense, quelque chose comme ça. Et pour la première fois, pour un contexte, pas de vacances ou juste voir mes parents. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a un grand problème, disons, particulièrement, je ne sais pas si c'est général au Maghreb et en Afrique généralement, mais on a un gros problème de ownership. Un ownership par rapport aux technologies qu'on développe même. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à rencontrer des hommes d'affaires à Tunis, la majorité des entreprises, c'est des entreprises de services. Ou c'est surtout des entreprises de sous-traitance technologique, où on a des ingénieurs qui sont formés, qui sont capables de créer de la valeur, mais créer de la valeur qui est white label, c'est-à-dire une valeur qui va être marketée d'une manière sous un autre brand, qui va être possédée par une autre entreprise. Et à mon avis, je pense que c'est une direction qu'il faut vraiment, à mon avis, qu'on ouvre nos yeux là-dessus, parce que la valeur en termes de retour sur investissement, si on est le créateur de cette technologie-là, si on ne possède pas le brand, on va perdre vraiment 70-80% de la valeur. C'est-à-dire qu'on est en train de revendre nos services à 20% de leur vraie valeur. La deuxième chose, le retour sur investissement, nous, c'est une problématique avec laquelle on deal tous les jours. Parce que, généralement, l'intelligence artificielle, produits, services, c'est quelque chose qui coûte cher. Il coûte extrêmement cher. C'est pas un choix, c'est juste que l'ensemble des experts qui le font, ils sont payés des sommes astronomiques. Donc, on paye des personnes des sommes astronomiques, on le sait, disons, et le tout va se retourner sur le client, et c'est normal. Donc, le client, on doit être capable de lui montrer qu'il est capable, lui aussi, de justifier à son CFO, etc., que ça a de la valeur pragmatique. Parce qu'il n'y a personne qui paierait 500 000 $ par année pour une valeur qui n'est pas comme tangible, etc. Donc on doit le justifier en termes, par exemple, de rétention, combien de clients je peux retenir. Et ces clients-là, ils me génèrent combien par année, en termes d'acquisition de clients, etc. En termes d'optimisation industrielle, si j'optimise de cette façon-là, combien de ressources heures employées je peux économiser. Est-ce que c'est un peu trop tôt peut-être pour voir les retours sur investissement sur l'intelligence artificielle aussi? Honnêtement, de notre côté, je ne pense pas que c'est trop tôt. Nous, pour pouvoir vendre quelque chose qui coûte relativement cher, on doit le prouver dès le début. Parce qu'il n'y a personne qui va dire, qui va signer ça? Donc, dès le début, on le prouve. Et parfois, on peut même aller plus loin et on peut partager le risque. Dans un sens, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de plans de royalties, des choses comme ça, où on se dit, OK, vous allez payer seulement à l'utilisation. Et on est vraiment dans cette vague-là. Et donc, c'est le client et le fournisseur partagent un peu le risque. Moi, je peux vous amener un petit peu plus dans le secteur manufacturier, qui est ce que je côtoie tous les jours, le type d'entreprise. Et évidemment, c'est peut-être des réalités un peu différentes des environnements de services ou des banques ou des trucs comme ça. Nous, il y a des études récentes qui ont été faites par la Banque de développement du Canada, BDC, que vous connaissez peut-être. Le taux d'adoption des technologies qu'on a mentionnées tout à l'heure est plutôt faible. En fait, il y a environ 40-50% des entreprises qui disent avoir commencé à intégrer des technologies. Et là, évidemment, le degré d'adoption est très variable. Mais les gens qui ont commencé à adopter ce genre de technologie-là dénotent des gains en productivité. On parlait tout à l'heure d'automatisation de tâches, des tâches redondantes. Quand on pense à l'élimination de papier et tout ce qui vient avec le papier, je dois l'imprimer, je dois le suivre. Je suis en retard dans la prise de décision parce que le papier fait le tour du plancher de production. On trouve souvent ce que moi j'appelle un esclave de système, quelqu'un qui est à la fin de la chaîne qui doit rentrer ça dans le système parce que ça ne doit plus être fait sur le plancher de production. Donc, tous ces genres de gains-là, dans le fond, font des gains en productivité et amènent, dans le fond, des économies de coûts. Économies de coûts aussi par une meilleure visibilité sur nos opérations, sur ce qui se passe, l'utilisation de nos ressources, l'utilisation de nos équipements, de nos stocks, etc.
Donc, si on est capable d'avoir un meilleur contrôle et de diminuer, dans le fond, nos niveaux d'inventaire, par exemple, c'est de l'argent qui est immobilisé là, qui ne sert pas nécessairement à créer de la valeur. On parlait de création de valeur tout à l'heure. C'est ce qu'on veut essayer de maximiser, dans le fond, par l'utilisation de ces systèmes-là. Ensuite de ça, évidemment, on arrive souvent à réduire aussi des délais de production par une meilleure compréhension de notre modèle manufacturier et où sont les contraintes, comment on peut décoincer le modèle manufacturier. Donc ça, c'est d'autres trucs qu'on observe régulièrement. Donc évidemment, avec tous ces gains-là, gains en productivité, réduction des coûts, on arrive à être plus compétitif tant sur la scène régionale, nationale, peu importe, qu'à l'international. Parce qu'on ne se cachera pas aujourd'hui, la compétition ne vient pas du Québec ou de la ville de Montréal, elle vient de partout. Et ça, c'est vrai, dans le fond, pour les entreprises canadiennes, mais c'est aussi vrai pour les entreprises algériennes, j'ose imaginer. Donc, c'est une réalité qui est là partout dans le monde, donc c'est quelque chose à laquelle on doit faire face, qu'on doit s'adapter. En étant plus compétitif, habituellement, une conséquence positive de ça, c'est qu'on est capable d'être agressif sur les prix tout en faisant des profits, en ayant une saine gestion et santé financière. Et habituellement, une conséquence de ça, c'est qu'on réussit à aller chercher des parts de marché et assurer une croissance. On parlait de main-d'œuvre d'entrée de jeu là, dans les allocutions avant. C'est toujours un enjeu d'attirer de la main-d'œuvre, de retenir la main-d'œuvre. Elle est de plus en plus volatile, cette main-d'œuvre, en 2018. Donc, il faut trouver des moyens d'arriver à en faire des fois plus avec les mêmes gens. Et ça passe par une certaine automatisation, ça passe par une meilleure compréhension de nos opérations et tout ça, pour aller maximiser, dans le fond, l'utilisation. Et là, quand je parle de ça, je ne veux pas faire peur à personne. Il n'y a personne qui a la goutte au front et qui court partout dans l'usine et tout ça. Là. On fait juste travailler différemment et c'est pour ça que j'appelle ça décoincer notre modèle manufacturier, là où il pourrait y avoir des failles qu'on ne voyait pas avant. Et maintenant qu'on a accès à de l'information, qu'on fait parler cette information-là, ça devient visible. Et voir, c'est comprendre. Et du moment qu'on comprend, on peut tomber en mode solution, amélioration et s'en aller vers l'efficacité opérationnelle. Donc, je pense que ça peut toucher, je pense que le ROI est à bien des niveaux. Là, il est tant au niveau même des ressources de l'humain à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, ça amène des changements, puis mon collègue pourra en parler, mais ça change évidemment l'introduction de ces technologies-là, le type d'employés qu'on a à l'intérieur de nos entreprises, que ce soit une entreprise de service, tout ça. Évidemment, quand on amène de la technologie, quand on a des personnes, puis je ne fais pas de jugement sur l'âge, mais les personnes plus âgées qui ne sont pas nées avec un téléphone cellulaire dans les mains, avec une tablette, maintenant on voit ça, là, nos enfants de 3-4 ans, quand il est trop fort, on leur donne une tablette et on achète la pile. Fait qu'ils finissent par l'attraper, la technologie. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas de difficulté trop à adopter les technologies, même ils en veulent. Mais quand on a des gens qui sont plus âgés, qui n'ont pas nécessairement grandi avec la technologie, ça devient un enjeu qu'il faut gérer aussi dans le changement que ça amène au niveau de la technologie. Enfin, bien de laisser la parole. Merci. J'aimerais revenir sur la deuxième portion de la question, à savoir le défi numéro 1 pour l'intégration des nouvelles technologies. Il y a comme des chiffres qui sont assez parlants, qui démontrent comme quoi, mondialement parlant, il y a chaque semaine une migration vers les villes de 1 million de personnes. Donc, le phénomène d'urbanisation est un phénomène qui est planétaire et qui va en s'accroissant. Pourquoi j'amène ce point? C'est qu'il a été démontré que les pôles d'innovation et de création de valeur à travers la technologie, ce sont les villes. Comme le mentionnait Madame la vice-présidente exécutive, les villes prennent de plus en plus d'importance. Et la raison qu'il y a derrière ça, c'est que la relation n'est pas linéaire entre l'accroissement des populations et la croissance du niveau de technologie. C'est multiplicateur. Donc, on est devant un monde qui s'urbanise rapidement, qui va en s'accélérant, et cet effet d'urbanisation-là multiplie le nombre de brevets, de nouvelles technologies qui sont créées. Ce qui fait que les vagues de changement, de nouvelles technologies qui viennent sur le marché, vont en s'accélérant. On a tous des fois l'impression que les choses vont vite. Mais ce n'est pas juste une impression, c'est quelque chose qui est démontré. Concrètement, pour les entreprises, ça veut dire quoi pour ce que j'ai vécu? Et ce qui est aussi semble devenir un thème récurrent dans la littérature de gestion, c'est que ce qui va distinguer beaucoup les entreprises qui vont croire de celles qui vont avoir plus de misère,
c'est cette capacité-là à saisir le changement plus vite que les autres. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une nécessité à l'intérieur des entreprises, que ce soit la micro, la moyenne ou la grande entreprise, à être capable d'être au courant plus vite que les autres des technologies qui surviennent et surtout quelle valeur ça peut amener à leur entreprise et à leurs clients. Et ce défi-là d'être au courant, simplement d'être au courant et de bien les saisir, je connais beaucoup d'entreprises qui ne sont pas là. Il y a des organisations qui font les choses comme ils l'ont toujours fait et qui ne favorisent pas l'émergence à l'intérieur de l'organisation de nouvelles plateformes parce qu'ils n'ont pas saisi à quel point c'est critique pour leur futur. Il y en a, on parlait de Desjardins, désolé monsieur, excusez-moi. Desjardins a créé, comme d'autres organisations, ce qu'on appelle Desjardins Lab. Bon, Desjardins, l'imagination qu'on a tous, c'est secteur financier, réglementé, très, bon, les préjugés qu'on peut avoir comme quoi c'est relativement lent à bouger. Et bien, ils ont créé ce qu'on appelle Desjardins Lab. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont des gens détachés de la structure organisationnelle habituelle et leur but, à eux, c'est d'essayer, de connaître et de proposer. Donc, de voir ce qui s'en vient et de transformer ça pour le modèle d'affaires de Desjardins et le remettre en question à partir de technologies. C'est vrai pour la grande entreprise, c'est vrai aussi parfois pour la plus petite. J'ai un exemple frappant. Je soupais avec un monsieur qui travaille dans le secteur biomédical récemment. Et l'anecdote qui est un peu plus savoureuse, il dit il y a une équipe de 100 personnes, il a embauché un nerd, ce qu'on appelle un nerd, quelqu'un un peu Asperger, c'est-à-dire quelqu'un qui a très peu de courtoisie, mais qui est très tout le point. Il m'a dit Martin, il a explosé dans mon bureau. Il dit il est resté 10 minutes avec moi. Je peux te dire qu'à la fin de 10 minutes, je ne comprenais pas où il s'en allait. Mais ce monsieur-là, je l'ai suivi durant 1 an. Je sais c'est quoi notre raison d'être. Je ne nommerai pas la compagnie parce que je n'ai pas demandé la permission à aller de le faire. Mais je sais qu'il maîtrise qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos marchés, où on s'en va. Et j'ai senti qu'il tenait quelque chose. Alors, il lui a consacré 30% de son temps sur son bidule qu'il ne comprenait pas. Et il lui a, ce qu'il venait chercher avec Alain, c'est du temps et de la puissance de calcul parce que c'était justement relié avec l'intelligence artificielle. Alors, dit Martin, je lui ai acheté l'ordinateur le plus puissant de mon équipe. J'ai donné 30% de son temps. J'ai dit, viens me voir chaque semaine pour me montrer ce que tu en es, puis peut-être que je vais arriver à comprendre exactement où tu t'en vas, puis qu'est-ce que ça peut donner pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le concept d'émergence, par lequel un nouveau leadership permet de voir qu'il y a quelque chose qui est saisi, qui vaut peut-être la peine. On n'en est pas du tout au calcul du retour sur l'investissement. On en est uniquement à tenter des choses, mais qui possiblement pourraient transformer, si ce n'est pas l'industrie, au moins l'entreprise. Donc, cette capacité organisationnelle-là, à être capable d'être en avant des autres pour saisir les nouvelles technologies avant vos concurrents, c'est, à mes yeux, critique pour le succès. Merci beaucoup, M. Champeau.